Il y a des chansons qui nous accompagnent, et puis il y a des textes qui, eux, s'installent en nous, durablement. Hmm, Des œuvres qui, au-delà de la musique, arrivent à mettre des mots sur des sensations qu'on croyait un peu secrètes. indicible, presque. Voilà. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un morceau de cet acabit. Il s'appelle sobrement Toi. Il est signé d'un artiste, Francis l'artiste. Et on a une chance assez rare pour le coup, c'est qu'en plus du texte, on a eu accès à ses notes, aux pensées de l'artiste sur la création du morceau. C'est comme avoir la clé de l'atelier. C'est exactement ça. Et il nous plonge tout de suite dans une ambiance que tout le monde connaît, ce fameux blues du dimanche soir, ce moment un peu flottant où nos pensées se mettent à parler plus fort. C'est ça. On va donc explorer cette chanson à plusieurs niveaux. D'abord, on va vraiment lire le texte, presque vers par vers. Pour en saisir la poésie. Oui. Et ensuite, on verra comment la musique vient servir ce texte. L'artiste parle d'un son très particulier, inspiré des années 60, pour une émotion, elle, complètement intemporelle. Alors commençons par les mots. Le tout premier vers donne le ton. Les dimanches soirs sont le calme avant la tempête. La formulation est déjà intéressante, non? Oui, ce n'est pas un calme apaisant. Non, c'est une tension. C'est le silence juste avant l'orage. En fait, il installe un décor mental. Le monde extérieur se tait, et c'est là que le monde intérieur, lui, a toute la place pour déferler. Et ce qui déferle, ce n'est pas une idée, c'est une sensation physique. C'est ça qui est si fort. Il écrit « C'est dans ces moments-là que je repense à toi. Ces moments où le souvenir revient, où je ressens la caresse de ta main. » Le verbe ressentir. Je suis frappé par ce verbe. Il ne dit pas « je me souviens », il dit « je ressens ». Ici et maintenant. La différence est immense. Elle est fondamentale. C'est la mémoire sensorielle. Le corps a sa propre mémoire qui est indépendante de notre narration mentale. C'est ce qu'il confirme dans ses notes d'ailleurs. Tout à fait, il dit bien « le corps se souvient ». Avant même que le cerveau analyse, la peau, les sens ont déjà ravivé le passé. Ça rend le souvenir incontrôlable presque. Intrusif. Intrusif et d'une puissance redoutable. Et cette invasion, elle nous mène au refrain qui tourne comme une obsession. Mélancolie, tourment, nostalgie, tout reprend. C'est une spirale. On sent que ce n'est pas la première fois que c'est un cycle qui se répète. Mais au cœur de cette spirale, il y a deux vers qui sont, je crois, le véritable réacteur de la chanson. Oui, l'auteur lui-même les identifie comme centraux. C'est une partie de moi dort là-bas, mon cœur bat dans tes bras. Il faut prendre un instant pour mesurer ça. C'est plus qu'une métaphore poétique. C'est la description d'un état. L'idée qu'après une relation, on ne se récupère jamais complètement. Une part de nous reste littéralement attachée à l'autre. C'est presque une idée de membre fantôme, non? La sensation d'une partie de soi qui n'est plus là, mais qu'on ressent toujours. C'est une très bonne image. Quand il dit « mon cœur bat dans tes bras », même si ses bras sont à des kilomètres, c'est une façon de dire que son centre vital est délocalisé. Il n'est plus entièrement en lui. C'est d'une vulnérabilité absolue. Absolument. Le lien n'est pas rompu, il est juste distendu à l'extrême. Et ce trouble intérieur va trouver un écho permanent dans le monde extérieur. Dans les paysages. Oui, notamment. Il écrit « Les tempêtes de bord de mer rendent le goût de ma bouche amère ». Et dans ses notes, il précise bien que ces tempêtes sont avant tout intérieures. Exactement. Le paysage n'est qu'un miroir de son âme. C'est un procédé classique en poésie, mais là c'est fait avec une simplicité qui désarme. L'amertume du goût qui répond au sel des embruns, tout est lié. Le dedans et le dehors se confondent. Mais alors, il y a une contradiction qui me semble essentielle. D'un côté, cette douleur, et de l'autre, un amour qui semble intact. C'est toute la complexité qu'il décrit. On a d'un côté la douleur brute, le déchirement des liens me fait toujours un mal de chien. L'expression est très directe, très parlée. Oui, on est dans le concret. Et juste après, sans transition, il affirme « Bien sûr je t'aime encore, notre bel amour n'est pas mort ». Comment est-ce que les deux peuvent coexister? La douleur du déchirement et la certitude que l'amour n'est pas mort. C'est ça qui est si difficile. Et pourtant si vrai. C'est parce que ce n'est pas une chanson de rupture, au sens classique. La rupture, ça implique une fin. Ici, il n'y a pas de fin. Il y a une transformation. D'accord. L'amour existe toujours, mais il n'a plus de lieu pour s'incarner. Et c'est cette situation, un amour vivant mais impossible, qui engendre la douleur. Ah. Donc la douleur n'est pas le signe que l'amour est mort. Au contraire, elle est le signe qu'il est encore vivant mais amputé. C'est une nuance capitale. Et ça nous amène aux derniers vers qui sont d'une densité. Incroyable. Parce que funèbre. Ton ombre vit dans mes silences lourds,
comme une prière, comme une sentence. À la vie, à la mort, je porte ton absence. Là, on change de dimension. Oui, on est au sommet. L'absence n'est plus un vide, un manque. C'est une présence, une ombre qui vit. Et il la qualifie de deux manières opposées. Une prière, donc quelque chose de sacré, point chéri. Et une sentence. Une condamnation à perpétuité, quelque chose qu'on subit. L'absence est à la fois ce qui le sauve et ce qui le condamne. Et cette phrase finale, je porte ton absence. Le verbe porter est magnifique. On porte un enfant, on porte un fardeau, on porte un deuil. Ça dit tout. Ce n'est pas quelque chose qui va passer. Non, c'est devenu une partie de lui. C'est d'une puissance. Waouh, c'est fou toute la richesse des paroles. Mais maintenant la question c'est comment on met ça en musique? Comment on donne un son à ce silence lourd? Eh bien, il nous a laissé des indices très précis. Il explique avoir cherché un balancement sourd des années 70. C'est un choix intéressant. Les années 70, musicalement, c'est souvent une chaleur, une rondeur. Oui, il voulait un rythme presque hypnotique, quelque chose qui vous berce dans cette mélancolie sans jamais être agressif. Il cite même comme inspiration la musique du film Les choses de la vie. Ah, ça fait complètement sens. Le film de Sautet, cet amour suspendu, la nostalgie, on retrouve la même atmosphère. Exactement. Et pour créer ça, il s'est appuyé sur un instrument en particulier, la batterie. C'est drôle parce qu'à l'écoute, on pourrait la trouver assez discrète. C'est ce que je me disais aussi. Sobre, presque en retrait. Mais en lisant ses notes, on comprend qu'elle est au contraire absolument centrale. Il utilise des mots très imagés. Il parle de coups au pinceau sec. Et il ajoute cette comparaison. Génial. Comme les pensées qui reviennent alors qu'on veut les chasser. Et là, tout s'éclaire. La batterie n'est plus un simple métronome. Chaque coup de caisse claire, c'est cette pensée de l'autre qui revient sans cesse. Ce n'est pas un coup de marteau, c'est un toc-toc incessant, cette pulsation de la mémoire qu'on ne peut pas arrêter. La musique imite le processus mental. C'est fascinant. Le choix musical n'est pas une illustration, il est la chose même qu'il décrit. C'est ça. Et ça correspond parfaitement à ce qu'il dit du thème. Un amour impossible, lointain. Il insiste bien, ce n'est pas une rupture brutale, mais une distance qui s'est installée. Une lente érosion. Voilà. Et ça nous amène à un concept très fin qu'il aborde, qu'il appelle l'amour de l'amour. L'amour de l'amour. Oui, il dit que cette mélancolie, cette nostalgie, on ne fait pas que la subir. Il écrit, on l'aime aussi un peu. Au premier abord, ça peut paraître un peu masochiste, non ? Vous pourrez se dire, mais pourquoi s'infliger ça? Mais je crois voir où il veut en venir. Il l'explique très bien. On l'aime un peu parce que cette douleur est une preuve. Une preuve que ça existait. Une preuve que quelque chose a été intense, vivant. En d'autres termes, la nostalgie, même si elle fait mal, c'est le certificat qu'on a été capable d'aimer. Chérir cette nostalgie, c'est une manière de rendre hommage à la beauté de ce qui a été. C'est une perspective incroyablement mature. Et c'est peut-être là qu'on peut commencer à élargir le propos, à toucher à ce qu'il y a d'universel. Ce point de départ, le blues du dimanche soir, c'est une expérience que tout le monde a vécue. Tout à fait. C'est ce sas de décompression entre la semaine passée et celle à venir. Et dans ce vide, nos fantômes adorent s'inviter. Et il y a aussi ce thème de la transformation de l'amour. La chanson, comme on l'a dit, ne parle pas vraiment de deuil, mais de permanence. Ça va un peu à contre-courant de notre époque où l'on nous dit de tourner la page. C'est vrai. Le mot qu'il emploie dans ses notes est très juste. Il parle de résonance. Il explique que la chanson raconte comment certains liens continuent de vibrer en nous, même longtemps après. Comme la corde d'un violon qui continue de vibrer un instant après que l'archer l'a quitté. C'est une belle image. Et ce qui me frappe aussi, c'est la maturité du texte. Il n'y a aucune trace de haine, de colère, de ressentiment, rien. C'est extrêmement rare. La plupart des chansons de rupture, si on y pense, oscillent entre la rage, la tristesse victimaire ou le désir de vengeance. C'est un répertoire assez limité finalement. Ici, on est complètement ailleurs. On est dans une forme d'acceptation, presque sereine malgré la douleur, de cette amputation sentimentale. L'auteur ne cherche pas de coupable, il observe. Il accepte qu'une part de lui-même vit désormais ailleurs et que c'est comme ça. C'est peut-être ça, l'amour adulte. C'est une excellente question. C'est peut-être ça, la capacité à aimer ce qui a été sans vouloir le détruire au prétexte que ce n'est plus. Et toute cette chanson, au fond, est une longue tentative de réponse à une question toute simple, mais vertigineuse. Laquelle? Une question que l'auteur pose lui-même dans ses notes.
Qu'est-ce qui reste quand l'amour n'est plus partagé? Tout est là. La chanson Toi n'est qu'un inventaire de ce qui reste. Des sensations, une ombre, une prière, une sentence. Une absence que l'on porte. En somme, en partant d'un simple blues du dimanche soir, on arrive à une méditation très profonde sur la persistance des sentiments, sur la façon dont une absence peut devenir la plus pesante et la plus fidèle des présences. C'est pourquoi on ne peut qu'inviter à réécouter le morceau après cette discussion, avec une oreille neuve, en prêtant attention à cette pulsation de la batterie, en pesant chaque silence, en se laissant traverser par la double lecture des tempêtes. C'est une œuvre qui se déploie à chaque écoute. Complètement. Et pour finir, peut-être une dernière pensée en suspens. Le titre, c'est Toi. On pense évidemment à l'autre, mais si ce Toi n'était pas seulement une autre personne? Et s'il désignait aussi une version passée de soi-même? L'être que l'on était dans cette relation et qui, lui aussi, nous manque. Ce serait alors une chanson sur l'absence de l'autre, mais aussi sur le dialogue qu'on entretient avec le fantôme de celui que l'on a été. À bon entendeur.